Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer nos rappels dans le cadre de la dynamique et plus précisément, nous allons parler de la notion de travail, d'énergie et de puissance dans un premier temps. Et puis, nous ferons également quelques rappels concernant la notion d'équilibre. Alors, en physique, la notion de travail, elle est très bien définie et elle ne correspond pas toujours à la notion du travail qu'on a dans la vie de tous les jours. Nous allons nous limiter dans ces rappels au travail d'une force qui est constante, donc ça veut dire constante en grandeur, en sens et en direction, et qui agit sur un objet qui est en déplacement rectiligne. Lorsque la force est variable ou lorsque la trajectoire est curviligne, l'expression du travail est un tout petit peu plus complexe. Alors, vous voyez ici donc un objet qui subit une force F et qui se déplace d'une certaine distance D. Le déplacement est rectiligne et le vecteur force fait un angle phi avec le vecteur déplacement D. Alors, le travail est défini comme étant le produit de la norme de F multiplié par la norme du déplacement multiplié par le cosinus de phi. Et ça, si vous faites un petit peu appel à vos notions de mathématiques, eh bien, ça correspond au produit scalaire du vecteur force par le vecteur déplacement. Donc, le travail est une quantité scalaire. Donc ça, il faut vraiment bien avoir ça en tête. C'est le produit de deux vecteurs, mais le produit de deux vecteurs qui donne une grandeur scalaire. Et son unité, c'est le joule. Alors, le travail d'une force peut être positif, négatif ou nul. Alors, nous allons prendre le premier cas. Vous voyez que nous avons une force F qui contribue au mouvement. Donc, c'est une force qui est une force motrice. Nous avons un travail moteur. Dans ce cas, l'angle entre la force et le déplacement est plus petit que 90 degrés. Son cosinus est donc positif et le travail est positif. Le travail d'une force motrice est positif. Dans le deuxième cas, vous voyez que la force ne contribue pas au déplacement. Elle empêche même le déplacement. C'est un travail résistant. Dans ce cas, si vous regardez l'angle entre la force et le déplacement, vous voyez que c'est un angle qui est plus grand que 90 degrés. Donc le cosinus est négatif et le travail est négatif. Donc nous avons ici un travail qui est résistant. Et le cas extrême, c'est par exemple la force de frottement, où l'angle entre le déplacement et la force de frottement sera de 180 degrés et le cosinus de 180 degrés est égal à -1. C'est un cas que vous rencontrerez assez régulièrement dans les exercices. Et puis la troisième possibilité, c'est d'avoir une force qui est perpendiculaire au déplacement. Et dans ce cas, avec notre définition du travail, le travail de la force est nul. L'angle entre la force et le déplacement vaut 90 degrés. Le cosinus de 90 degrés vaut 0 et donc le travail est nul. Donc, nous pouvons avoir soit un travail positif, ce sera le cas d'un travail moteur. On peut avoir un travail pour une force qui est négatif. Nous avons alors affaire à un travail résistant. Et puis, on peut avoir un travail qui est nul si la force est perpendiculaire au déplacement. Alors, à l'aide de cette formule, dans le cas où nous avons
une force constante et un déplacement rectiligne, on va pouvoir résoudre toute une série d'exercices. Alors, petit énoncé, une voiture effectue un travail d'une valeur de 6 fois 10 exposant 4 joules en parcourant en ligne droite 2 km à vitesse constante. Quelle est la force de frottement moyenne qui agit sur elle? Alors, tout d'abord, bon, on a ici, on est bien dans le cas d'application de notre formule, puisqu'on a un déplacement qui est rectiligne et on va avoir des forces qui ne varient pas tout au long du déplacement. Donc, on va pouvoir utiliser notre fameuse formule F fois D fois cosinus de phi. Maintenant, dans ce type d'énoncé, on doit pouvoir aller lire entre les lignes. Et donc, il y a une information qui est importante puisqu'on nous dit que la voiture se déplace avec une vitesse qui est constante. Or, nous savons que si nous avons un déplacement qui est un mouvement qui est rectiligne et uniforme, la somme des forces agissant sur l'objet est égale à 0. Donc, vous voyez qu'ici, on ne va pas réellement vous dire la somme des forces qui agissent sur l'objet égale 0. Non, on va vous donner une information qui vous permet de le trouver. Donc ça sera toujours important quand vous lisez un énoncé, eh bien de vraiment peser le poids de chaque mot pour aller voir quelles informations sont cachées derrière ces mots. Donc, la somme des forces agissant sur cette voiture, donc horizontalement, nous avons une force motrice et une force de frottement. Et donc, puisque la vitesse est constante, ça veut dire que la somme des forces horizontalement est égale à 0. Donc, lorsque nous aurons en grandeur trouvé la force motrice, nous aurons trouvé la force de frottement. Et le travail de la force motrice, qui vaut 6 fois 10 exposant 4 joules, nous savons que c'est égal à la norme de la force, multipliée par la norme du déplacement, multiplié par le cosinus de l'angle entre la force et le déplacement. Et là, si vous faites un petit dessin et que vous représentez la force motrice et le déplacement, vous voyez que cet angle vaut 0. Donc, le cosinus de 0 est égal à 1. Donc, nous savons que 6 fois 10 exposant 4 est donc égal à la force multipliée par le déplacement qui vaut 2 fois 10 exposant 3 mètres. Et donc, nous pouvons trouver la valeur de la force relativement facilement. Nous avons la force motrice, donc nous aurons la force de frottement. Alors, on peut se trouver avec des exercices qui sont plus complexes. Donc, on peut se retrouver avec ici le cas du plan incliné. Vous voyez qu'on vous dit calculer le travail requis pour pousser une voiture de 1250 kg à une vitesse constante sur une distance de 105 mètres vers le sommet d'une pente formant un angle θ de 13,5 degrés par rapport à l'horizontale et on vous donne le coefficient de frottement qui est de 0,1. Alors ce problème est plus complexe parce qu'il va faire appel à toute une série de notions qui ont été déjà vues. Donc à nouveau vous trouvez cette vitesse constante, donc vous savez que la somme des forces agissant sur l'objet vaudra 0. Je vous rappelle que si la somme des forces égale à 0, on est soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme. Donc ici, on n'est visiblement pas au repos. On est donc en mouvement rectiligne et uniforme. Quelles sont les forces qui agissent sur l'objet? Il y a la force de pesanteur qui est W, qui est verticale et dirigée vers le bas. L'action normale de la surface, attention, perpendiculaire à la surface. Il ne faut pas systématiquement mettre N verticalement, donc bien perpendiculaire à la surface. Une force motrice et une force de frottement. Alors, nous allons donc nous servir du fait que la somme des forces agissant sur l'objet est égale à 0. Donc, verticalement, l'action normale N
va être égal à quoi? Attention, donc pas verticalement, excusez-moi, perpendiculairement à la surface, hein, soyons clairs, perpendiculairement à la surface, nous allons avoir comme force agissant l'action normale N et la composante de W dans la direction perpendiculaire à la surface. Et on l'a vu lorsqu'on a fait le rappel sur les forces. On doit un peu se souvenir de la notion de composante et également des relations dans les triangles rectangles. Nous allons avoir entre W et la direction perpendiculaire à la surface, nous retrouvons l'angle θ. Ce sont des angles à côté perpendiculaires. Et la composante donc, dans cette direction perpendiculaire à la surface de W, c'est W cos θ. Donc W c'est M fois G, hein, 1250 fois 9,81, multiplié par le cosinus de θ qui vaut 13,5 degrés, nous obtenons la valeur de N. Donc nous nous sommes occupés donc, de la direction perpendiculaire à la surface. Nous allons maintenant nous occuper de la direction qui est parallèle à la surface du plan incliné. Là, nous allons retrouver la force motrice hein, qui est dirigée vers le haut du plan. Et puis, quelles sont les forces qui tirent l'objet vers le bas? La force de frottement qui s'oppose au mouvement et la composante du poids dans cette direction. Alors, la composante du poids, c'est W sinus de θ, donc c'est 1250 fois 9,81 fois sinus de 13,5. Mais il y a également la force de frottement. Et là, nous devons aller rechercher l'expression de la force de frottement. Nous savons que la force de frottement, c'est le coefficient de frottement multiplié par N. Donc, nous devons faire μc multiplié par N. On nous donne, on connaît N, on l'a calculé, hein, 11 923,7 newtons. On multiplie par 0,1 et on trouve la force de frottement. Puisque dans cette direction parallèle au plan incliné, la somme des forces doit valoir 0, la force motrice en grandeur doit être égale à la force de frottement plus la contribution du poids dans cette direction. Nous allons donc trouver la force motrice et puis après, le gros du travail est fait puisque la force motrice et la direction du déplacement font un angle de 0 degré. Donc, cosinus de 0, c'est 1. Et pour calculer le travail, il suffit de faire la force multipliée par le déplacement. Et on obtient un travail en joules. Donc, vous voyez, ce genre de problème, il est plus complexe. Alors, il n'est pas insurmontable, il est plus complexe. Bon, on a dû faire appel à des notions mathématiques. Hein. Le plan incliné fait un angle avec l'horizontale qui est θ. Et on va retrouver l'angle θ entre W et la perpendiculaire à la surface. Là, on a dû se souvenir que deux angles à côté perpendiculaires sont égaux. On a dû aller exploiter le fait que la vitesse est constante, donc que la somme des forces agissant sur l'objet est égale à 0. On a dû aussi se rappeler qu'une force de frottement, c'est mu fois n. Donc ça, c'est vraiment toutes des notions qu'on a dû aller chercher dans la théorie. Et puis, on a simplement exprimé dans la direction perpendiculaire au plan incliné que n était égal à w cos θ. Et puis, dans la direction parallèle au plan incliné, que la force motrice était égale à la force de frottement en grandeur était égale à la force de frottement plus W sin θ. Et puis, on a appliqué la formule qui nous permet de calculer le travail. Donc, vous voyez que ce genre d'exercice demande vraiment une certaine systématique, je vais dire, et surtout d'aller à tout moment
rechercher les informations théoriques qui sont nécessaires. Alors, une autre notion que nous devons rappeler, c'est la notion de puissance. Alors, c'est quoi la puissance? La puissance est liée à la rapidité avec laquelle une quantité de travail est produite. Donc, si un travail delta W est effectué pendant un temps delta T, eh bien, la puissance moyenne sera égale à delta W divisé par l'intervalle de temps delta T. Donc, le travail s'exprime en joules, le temps s'exprime en secondes, et l'unité de la puissance, c'est le joule par seconde, c'est ce qui définit le watt. Donc faites bien attention, on se retrouve encore avec un W. En physique, on a beaucoup utilisé cette lettre. W pour le poids, W pour le travail, W pour le watt. Donc il faut vraiment, quand vous voyez un W, réfléchir à la donnée qui se trouve derrière. Voir si c'est une unité, voir si on parle du poids, voir si on vous a demandé de calculer un travail. Alors, si maintenant nous voulons connaître la puissance instantanée, donc en physique, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer des puissances moyennes sur des intervalles de temps de plus en plus petits. Et quand on fait la limite, quand delta t tend vers 0 de delta W sur delta t, on obtient la dérivée par rapport au temps du travail, mais ce n'est pas fondamental dans nos rappels. Alors, dans le cas de la puissance du mouvement d'un solide en translation rectiligne uniforme, le travail peut être facilement calculé. Donc, c'est la force multipliée par le déplacement multipliée par le cosinus de l'angle entre la force et le déplacement, c'est-à-dire la composante de la force dans la direction du déplacement. Et on voit dans cette expression apparaître donc delta S sur delta T, et ça, le déplacement divisé par le temps, c'est la vitesse. Donc dans le cas particulier de la puissance d'un mouvement, d'un solide qui est en translation rectiligne uniforme, la puissance est égale au produit scalaire entre la force et la vitesse. Mais ce qui est vraiment fondamental ici dans cette diapositive, c'est de bien se souvenir que la puissance, c'est un travail par unité de temps, et donc que cette puissance s'exprime en joules par seconde. C'est la rapidité à laquelle vous allez pouvoir effectuer un travail, et cette puissance, l'unité de la puissance, c'est le watt. Alors nous avons également, à côté donc du travail et de la puissance, nous allons devoir nous rappeler certaines notions concernant l'énergie. Donc, je pense que vous vous souvenez d'avoir entendu parler d'énergie cinétique, d'avoir entendu parler d'énergie potentielle, d'avoir entendu parler d'énergie mécanique, d'avoir entendu parler de la notion de conservation de l'énergie. Alors, on va commencer par l'énergie cinétique. Donc, l'énergie, l'unité de l'énergie, c'est également le joule. Et l'énergie cinétique, elle est liée, c'est une énergie qu'on appelle une énergie de mouvement. Donc, l'énergie cinétique d'un objet mesure le travail que cet objet, amené à une certaine vitesse, peut effectuer grâce à son mouvement. Et donc, il est clair que, je ne sais pas moi, vous avez, je vais prendre un exemple un peu catastrophique, vous êtes en voiture, et puis vous avez une certaine énergie qui est liée à votre mouvement, une certaine énergie cinétique. Si vous entrez en collision avec un mur, par exemple, eh bien vous allez voir que cette énergie de mouvement va pouvoir être utilisée, notamment pour déformer votre voiture. Donc on a une certaine énergie qui est liée au mouvement. Alors, cette énergie cinétique, vous l'avez peut-être noté E petit k ou E petit c. Ici, dans l'exposé, l'énergie cinétique est notée grand K et elle est égale à 1 demi mv carré.
Donc là, vous voyez qu'il y a une dépendance au niveau de la masse de l'objet. Si vous doublez la masse, vous doublez l'énergie cinétique, mais il y a une dépendance quadratique par rapport à la vitesse. Donc si vous doublez la vitesse, 2 au carré, ça fait 4, vous allez quadrupler l'énergie cinétique. Alors, on peut relier l'énergie cinétique d'un objet avec le travail des forces qui agissent sur cet objet. Donc, si vous avez un objet qui a une certaine énergie cinétique de départ, K0, et que vous exercez une force sur cet objet, la force, l'objet est en déplacement, la force va effectuer un certain travail W, eh bien, l'énergie cinétique finale de l'objet sera égale à son énergie initiale, augmentée du travail des forces qui agissent sur lui. Alors là, on va juste se poser un peu, réfléchir quelques secondes. Si la force qui agit sur l'objet est une force motrice qui contribue au mouvement, son travail est positif et il va de soi que l'énergie cinétique de l'objet va augmenter. K sera plus grand que K0. Mais si vous avez un objet qui est en mouvement et qui, par exemple, ne subit que des forces de frottement, vous savez que si un objet est en mouvement et puis que les seules forces qui agissent horizontalement, par exemple, sur cet objet sont des forces de frottement, il va finir par s'arrêter, l'objet. Donc là, la force de frottement est une force résistante, elle s'oppose au mouvement, son travail est négatif et l'énergie cinétique finale de l'objet sera plus petite que l'énergie initiale. Donc faites bien attention, W, le travail d'une force peut être positif, négatif ou nul. Donc dans cette formule, il faut bien évidemment en tenir compte. Alors on vous a sans doute aussi parlé de forces qui sont conservatives ou dissipatives. Alors, quelle est la particularité d'une force conservative? Par exemple, la force de pesanteur est une force conservative. Eh bien, c'est une force qui a la particularité suivante. Le travail qu'elle accomplit ne dépend pas du chemin parcouru par l'objet entre deux points donnés. Donc, on va faire un petit exemple pratique tout de suite après. Mais donc, puisque le travail ne dépend que de la position initiale et de la position finale, peu importe le chemin que vous avez parcouru entre ces deux points, ça veut dire, et c'est un peu paradoxal par rapport à la vie de tous les jours, mais ça veut dire que pour ce type de force, lorsque vous allez revenir au point de départ, si l'objet part d'un point et revient à ce point, eh bien, le travail de la force sera égal à 0. Donc, le terme qui est important, c'est travail. Donc, une force est conservative si le travail qu'elle accomplit ne dépend que du point de départ et du point d'arrivée et pas du tout du chemin parcouru. C'est le cas de la force de pesanteur. Donc, on peut non pas faire une démonstration tout à fait générale. Nous allons faire ce que j'appelle une monstration, c'est-à-dire une petite démonstration dans un cas très particulier. Vous voyez ici, j'ai un plan incliné. Vous voyez où est situé l'angle θ, donc au sommet donc, de ce plan incliné, on va retrouver l'angle θ. Et nous avons un objet, et cet objet, on va décider de l'amener de A, donc de la base du plan incliné à C, donc le sommet du plan incliné, et on va choisir de le faire suivant deux trajets différents. Donc soit on va aller directement de A à C, soit on va aller de A à B et de B à C. Et on va regarder le travail de la force de pesanteur, donc W, la force d'attraction gravifique. Donc on va tout d'abord s'intéresser au premier chemin. Donc vous voyez, l'objet se déplace de A à C, donc c'est le travail de la force de pesanteur.
Donc la force de pesanteur, c'est M fois G, sur une distance D, donc M fois G fois D. Et puis on doit mettre le cosinus de l'angle entre la force, donc entre W et le déplacement. Et donc cet angle, si vous partez de W et que vous allez vers le déplacement, mais vous vous rendez compte que cet angle, c'est 180 degrés moins l'angle θ. Donc MGD cosinus de 180 degrés moins θ. Donc le cosinus de 180 degrés moins θ, 180 degrés moins θ et θ sont des angles supplémentaires. Donc les cosinus sont opposés. Donc cosinus de 180 degrés moins θ, c'est moins cos θ. Et donc on va obtenir moins MGD cos θ. Et si vous regardez bien, petite relation dans les triangles rectangles, D multiplié par cosinus de θ, l'hypoténuse fois le cosinus de l'angle adjacent, ça vous donne donc le côté adjacent H. Pour ceux qui ont besoin, donc je reprends les relations habituellement connues sous la forme SOHCAHTOA. Donc, nous allons nous retrouver avec le travail de la force de pesanteur qui vaut moins MGH. Est-ce que le moins est logique? Oui. La force de pesanteur, ce n'est pas la force qui va faire monter la bille. La force de pesanteur, elle s'oppose à ce mouvement. C'est donc bien un travail qui est résistant. Alors, si maintenant nous amenons la bille au même point final, mais qu'on change le chemin, on va de A à B, puis de B à C. Alors, quand on va de A à B, tracez votre force de pesanteur, regardez le déplacement, vous allez voir que nous allons avoir, et là j'ai oublié dans l'expression de mettre le petit L, puisque c'est MGL, puisqu'il faut bien mettre le déplacement, multiplié par le cosinus de quel angle? AB c'est horizontal, la force de pesanteur c'est vertical, donc on a cosinus de 90 degrés, et vous voyez que sur cette portion-là, le travail est égal à 0. Et puis maintenant, si nous allons de B à C, la force de pesanteur MG, le déplacement H, la force de pesanteur est dirigée vers le bas, le déplacement vers le haut, l'angle entre les deux vaut 180 degrés, et cosinus de 180 degrés c'est moins 1, et vous voyez qu'on retrouve le travail qui est égal à moins MGH. Donc, ce n'est vraiment pas une démonstration générale, donc c'est une petite démonstration dans un cas particulier, mais vous voyez que oui, la force de pesanteur, le travail de la force de pesanteur est identique, que l'on ait choisi d'aller directement de A à C ou qu'on ait choisi d'aller de A à C en passant par B. D'accord? Donc, il s'agit bien d'une force qui est conservative. Alors, on peut avoir des forces conservatives et puis on peut avoir des forces qui ne le sont pas. Toutes les forces ne sont pas conservatives. Dans les forces conservatives, on va retrouver la force de pesanteur, on va retrouver la force rencontrée, donc la force de rappel du ressort, on va rencontrer la force électrique, donc ça ce sont des forces qui sont conservatives. Et puis il y a des forces qui sont dissipatives, où le travail effectué va dépendre du chemin parcouru, et c'est notamment le cas des forces de frottement. Alors puisque on va prendre le cas de la force de pesanteur, donc, puisque cette force est conservative, puisque le travail de cette force ne dépend que du point de départ et du point d'arrivée de l'objet, quel que soit le chemin qu'on a choisi, eh bien, on s'est dit, tout compte fait, nous allons exprimer ce travail en introduisant une nouvelle grandeur qu'on appelle l'énergie potentielle. Et dans ce cas-ci, nous aurons de l'énergie potentielle gravifique. Donc, le travail de la force de pesanteur quand on déplace un objet vers le haut, vous l'avez vu, ce travail est négatif. Donc, la force de pesanteur s'oppose au mouvement. Le travail est résistant. Il va falloir fournir
il va falloir fournir de l'énergie au système pour que le mouvement soit possible. Et donc, l'objet, en montant, va emmagasiner de l'énergie potentielle. Et on va définir la variation d'énergie potentielle comme étant moins le travail de la force de pesanteur, dans ce cas-ci. Et donc, revenons un peu en arrière. Le travail de la force de pesanteur est égal à moins mgh. Et donc, la variation d'énergie potentielle, moins, ça fait plus. La variation d'énergie potentielle sera égale à mgh. Et on a sous-entendu ici que le zéro d'énergie potentielle était au niveau du sol. Donc ça, il faut bien comprendre que cette notion d'énergie potentielle, on va la lier aux forces qui sont donc conservatives, dont le travail ne dépend pas du chemin parcouru, ne dépend vraiment que du point de départ et du point d'arrivée. Et lorsque, on le voit bien avec cette force de pesanteur, lorsque vous déplacez l'objet de bas en haut, il va falloir évidemment fournir de l'énergie au système pour lutter contre cette force de pesanteur. Donc, l'objet va emmagasiner de l'énergie potentielle. Et si vous lâchez l'objet, cette fois-ci, la force de pesanteur devient une force motrice. Et donc, dans ce cas, l'énergie potentielle va se transformer au fur et à mesure de la chute en énergie cinétique. Alors, U égale mgh, c'est l'expression de l'énergie potentielle gravifique, mais on peut avoir d'autres types d'énergie potentielle, puisque la force de rappel du ressort est une force, donc quand vous étirez un ressort ou quand vous le comprimez, il y a une force qui va systématiquement s'opposer au mouvement pour ramener le ressort vers sa position d'équilibre. Si l'élongation par rapport à cette position d'équilibre, cette variation de longueur, c'est ce qu'on appelle delta x, eh bien la force de rappel du ressort est une force conservative et on va aussi avoir donc dans ce ressort de l'énergie potentielle élastique. Et cette fois-ci, l'expression de cette énergie potentielle élastique, c'est 1/2K delta x carré. Et dans la suite de vos études, vous verrez que lorsqu'on exprime de l'énergie potentielle électrique, eh bien, à nouveau, on va avoir des expressions qui sont différentes de mgh. Donc, quand on parle d'énergie potentielle, ce n'est pas toujours mgh. C'est mgh si on parle d'énergie potentielle gravifique. Alors, si on revient à notre équation de départ, donc, nous avions vu que pour un objet donc, qui a une certaine énergie cinétique de départ, l'énergie cinétique finale, c'est l'énergie cinétique de départ augmentée du travail de la force qui agit sur lui. Donc, K égale K0 plus W. Donc, W, c'est K moins K0. Alors, on va passer rapidement là-dessus. C'est pour vous montrer d'où vient cette équation de conservation de l'énergie. Dans le travail des forces qui agissent sur l'objet, certaines d'entre elles sont conservatives, d'autres pas. Donc, j'ai mis WC pour force conservative et WA pour les autres. Et dans le cas où nous avons des forces qui sont conservatives, nous savons que le travail de ces forces conservatives est égal à moins la variation d'énergie potentielle de l'objet. Donc, moins delta U plus WA égale K moins K0. Delta U, c'est U moins U0. Donc, je remplace. Puis, je distribue le moins. Et nous obtenons moins U plus U0 plus W des forces appliquées égale K moins K0. Donc, si on fait passer tous les U d'un côté, tous les U0 de l'autre, eh bien, nous retrouvons ce qu'on appelle l'équation de conservation de l'énergie. Pour un objet, la somme de son énergie potentielle U
et de son énergie cinétique K, à un moment donné, est égale à la somme de son énergie potentielle U et de son énergie cinétique K au départ, c'est pour ça qu'on a mis le petit 0, U0 plus K0, augmenté du travail des forces appliquées qui ne sont pas les forces conservatives. Donc dans ces forces appliquées-là, on ne retrouve pas évidemment toutes les forces conservatives, c'est-à-dire force de pesanteur, force élastique, etc. Okay. Ceci, c'est la relation, c'est l'équation de conservation de l'énergie. Dans le W des forces appliquées, vous allez retrouver par exemple les forces de frottement. D'accord ? Si nous avons des forces de frottement qui agissent sur un système, bien, la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique de l'objet ne va pas rester constante, puisqu'il y a une partie de l'énergie qui va être perdue dans le travail des forces de frottement. Alors, dans le cas particulier où le travail des forces appliquées est nul, donc prenons le cas particulier où il n'y a pas de frottement, à ce moment-là, la relation devient K plus U égale K0 plus U0. Et là, nous voyons apparaître cette notion qu'on appelle l'énergie mécanique totale. Donc l'énergie mécanique totale, c'est la somme de l'énergie cinétique de l'objet plus son énergie potentielle. C'est K plus U. Et dans le cas où vous n'avez pas de frottement, cette énergie, donc imaginons il n'y a pas de frottement, cette énergie, cette somme, énergie cinétique plus énergie potentielle, va rester constante. On dit qu'il y a conservation de l'énergie mécanique totale. Attention, il n'y a pas toujours conservation, hein, notamment dans le cas où il y a du frottement. Vous ne récupérez pas, il y a une partie de l'énergie qui est perdue dans le frottement. Alors, si je prends un exemple qu'on rencontre assez souvent, vous avez un objet de masse M qui va être lâché sans vitesse initiale à partir d'une altitude H. Vous savez, hein, l'objet, il va tomber et il va acquérir en tombant une vitesse qui va augmenter. Et puis, quand il va arriver au niveau du sol, eh bien, il aura une certaine vitesse V. Donc, vraiment, quand il entre en contact avec le sol, il a une vitesse V. Et puis, il interagit avec le sol de manière à avoir une vitesse finale qui est nulle. Et donc, il y a parfois des petits sentiments d'angoisse à dire que c'est au moment du contact avec le sol, l'objet a une certaine vitesse. Hein. Parfois, on dit juste un peu avant. Non. Au moment où il entre en contact avec le sol, l'objet a une vitesse V. Hein. Si sa vitesse était nulle, il flotterait juste au-dessus du sol. Donc, si nous réfléchissons en termes d'énergie, à une altitude H, l'objet, on va le lâcher sans vitesse initiale, donc son énergie cinétique est nulle, et il a une certaine énergie potentielle MGH. On suppose qu'il n'y a pas de frottement, donc l'objet tombe. Quand il arrive à l'altitude 0, son énergie potentielle est nulle. Par contre, il a une vitesse V, donc il a une énergie cinétique qui est égale à 1,5 mv carré. Nous allons calculer l'énergie mécanique totale. Donc, c'est la somme de U plus K. Donc, quand il est à une altitude H, c'est MGH plus 0. Quand il est arrivé au sol, c'est 0 plus 1,5 mv carré. Et comme il n'y a pas de force de frottement, l'énergie mécanique totale est conservée. On peut égaler les deux expressions. Vous voyez que les masses vont disparaître. Et là aussi, il y a une petite erreur. Je corrigerai dans le slide qui vous sera transféré également. C'est bien entendu la vitesse qui est égale à racine de 2GH. Donc, l'expression V au carré, c'est les masses supprimant. V au carré, c'est 2GH. Et donc, la vitesse, c'est racine de 2GH. Alors, il y a, nous venons de le dire, l'énergie mécanique totale peut être conservée. Et si elle n'est pas conservée, donc imaginons qu'il y ait par exemple des forces de frottement,
il y a un principe de conservation de l'énergie totale. Si elle n'est pas conservée d'un point de vue mécanique, elle va être transformée. Donc, par exemple, si vous avez une perte d'énergie due au frottement, vous allez avoir une transformation, par exemple, de votre énergie en énergie calorifique. Donc, l'énergie existe sous différentes formes. Elle peut passer d'une forme à l'autre. Elle n'est jamais ni détruite ni créée. Et donc, vous pouvez passer donc vous avez de l'énergie mécanique, thermique, lumineuse, chimique, électrique, nucléaire, acoustique. Vous voyez que on peut passer d'une forme à l'autre. Je ne sais pas, moi, vous pédalez et vous avez la dynamo de votre vélo qui permet d'éclairer la petite lampe du vélo. Vous allez transformer de l'énergie mécanique en énergie électrique et ainsi de suite. Donc, globalement, nous avons ce principe de conservation de l'énergie totale. Si vous avez, par exemple, l'énergie mécanique qui n'est pas conservée parce qu'il y a des forces de frottement, l'énergie qui est perdue, elle ne disparaît pas, elle va être transformée en un autre type d'énergie. Alors, je vais peut-être à ce stade-ci faire le petit rappel sur ce que nous avons vu au niveau de travail, énergie et puissance. Donc, nous avons introduit la notion de travail d'une force dans le cas particulier où nous avons une force qui est constante, donc en grandeur, en sens, en direction, et un déplacement qui est rectiligne. Donc le travail, c'est le produit scalaire entre la force et le déplacement. C'est F d cosinus de phi. L'unité, c'est le joule. Et nous avons vu qu'on pouvait avoir un travail qui était moteur, un travail qui était résistant ou un travail qui était nul. Si la force est perpendiculaire au déplacement, le travail est nul. Si la force contribue au déplacement, le travail est positif. Et si la force ne contribue pas, s'oppose au déplacement, alors on a un travail résistant qui est négatif. Et attention, le travail est une grandeur qui est une grandeur scalaire. Et nous avons traité 2 petits exercices à ce sujet. Alors, nous avons donc revu la notion de puissance, puissance, qui est le travail effectué en un temps donné. Donc, c'est vraiment lié à la rapidité à laquelle vous allez produire une quantité de travail. Donc, ça s'exprime en joules par seconde. Et le joule par seconde a été rebaptisé. C'est l'unité, c'est le watt. Donc, l'unité de puissance, c'est le watt. Nous avons rappelé ce qu'est l'énergie cinétique, donc l'énergie qui est liée au mouvement. Cette énergie s'exprime en joules. Et l'énergie cinétique est égale à 1 demi mv carré. Donc faites bien attention, 1 demi mv carré. Donc ça dépend de la masse, mais ça dépend de la vitesse au carré. Donc ça c'est vraiment important. Il y a une dépendance quadratique en la vitesse. Donc si on vous pose des petites questions de raisonnement, si on double la vitesse ou si on triple la vitesse, n'oubliez pas qu'il y a une dépendance de la vitesse au carré. Nous avons vu le lien entre énergie cinétique et travail d'une force. Si l'énergie cinétique d'un objet varie, c'est qu'il est soumis à une force qui va effectuer un certain travail. Donc l'énergie cinétique finale, c'est l'énergie cinétique initiale plus le travail de la force. Mais attention, on peut avoir une force motrice et alors le travail est positif et l'énergie cinétique augmente. Ou on peut avoir une force qui est résistante et à ce moment-là, le travail est négatif et l'énergie cinétique diminue. Donc ça, il faut bien faire attention dans le raisonnement. Nous avons introduit la notion de force conservative, donc des forces dont le travail ne varie pas, ne dépend pas du chemin parcouru par l'objet. Dans ces forces conservatives, on retrouve la force de pesanteur, la force de rappel du ressort, la force électrique et les forces dissipatives.
là, nous retrouvons la force de frottement. Alors, on a fait juste un petit exemple pour montrer que la force de pesanteur était bien conservative, hein, qu'elle ne dépendait pas du chemin, que le travail de cette force ne dépendait pas du chemin parcouru par l'objet. Et nous avons introduit donc cette notion d'énergie potentielle, hein, dans ce cas particulier, pour essayer de bien l'imager et le comprendre. Le travail de la force de pesanteur, quand vous soulevez l'objet, il est négatif. Il faut fournir de l'énergie au système pour éloigner la masse de la Terre, et l'objet va emmagasiner donc cette énergie potentielle. Sa variation d'énergie potentielle, c'est moins le travail de la force de pesanteur, et donc quelle va être l'expression de cette énergie potentielle gravifique, MGH. Nous avons montré aussi qu'il y a d'autres expressions, par exemple pour l'énergie potentielle élastique. Nous avons, quand on calcule cette énergie potentielle, on peut montrer qu'elle est égale à 1/2 K delta X carré. Et puis nous avons obtenu, après un petit raisonnement, donc l'équation de conservation de l'énergie, qui est une équation vraiment très très importante qu'il faut bien avoir en tête. Hein, la somme de l'énergie potentielle et cinétique d'un objet est égale à la somme de son énergie cinétique et potentielle de départ, augmentée du travail des forces appliquées. Attention, le travail des forces appliquées peut être négatif, hein, on le sait. Et dans les forces appliquées, on a tout ce qui n'est pas force conservative, et donc la plupart du temps, très souvent, on a la force de frottement, qui est un travail négatif, et donc il y a une partie de l'énergie qui va être perdue à cause des frottements. Enfin, perdue, transformée. Nous avons vu le cas particulier où l'énergie mécanique, donc énergie mécanique, c'est la somme K plus U. L'énergie mécanique est constante, il n'y a pas de force de frottement, par exemple. Hein. Dans ce cas particulier, on peut écrire K plus U égale K0 plus U0 avec le petit exemple très très pratique de l'objet qui va passer d'une altitude H à une altitude 0 en étant soumis qu'à la force de pesanteur, pas de force de frottement, et nous avons pu donc écrire cette conservation de l'énergie mécanique. Alors, on va prendre maintenant quelques minutes pour aborder une autre partie donc de la dynamique qui est la statique. Alors, la statique, l'équilibre statique, hein, que se passe-t-il, que faut-il pour maintenir un corps en équilibre, pour maintenir un corps au repos? Donc, on va traiter le cas des solides indéformables, donc ça veut dire que le volume, la forme, les dimensions ne varient pas sous l'action des forces extérieures. On reste dans ce cadre-là et on va se poser la question, je ne sais pas, moi, vous avez un objet et vous voulez que cet objet ne bouge pas. Vous avez une personne qui est en train de faire, je ne sais pas moi, le poirier et on veut que la personne soit en équilibre, statique, ne bouge pas, reste au repos. Quelles sont les conditions pour s'assurer d'être dans un équilibre statique, que l'objet est au repos et va rester au repos. Alors, il va falloir faire une petite distinction. Lorsque vous allez tracer toutes les forces qui agissent sur l'objet, on peut rencontrer deux cas. Lorsque vous tracez toutes les forces qui agissent sur l'objet, si les forces sont concurrentes, donc vous voyez ici que quand je trace la ligne d'action de toutes les forces, donc la ligne qui passe par la force, je vais arriver au même point. Donc on dit que les forces sont concurrentes. Bien, si les forces qui agissent sur l'objet sont concurrentes, pour s'assurer de l'équilibre, il suffit que la somme des forces soit égale à 0. Attention, je vous rappelle
qu'une somme de force est vectorielle. Hein. Donc F1 plus F2 plus F3 égale 0. Ben, si vous avez somme des forces égale à 0, il n'y a aucun souci. Votre objet est au repos et il va rester au repos. Que se passe-t-il si les forces ne sont pas concurrentes? Alors, si les forces ne sont pas concurrentes, est-ce que c'est suffisant? Somme des forces égale à 0. Donc, vous voyez ici, j'ai représenté, alors ça peut être le volant d'une voiture, ça peut être un tabouret, et je vais exercer deux forces, F1 et F2. Alors, elles sont égales en grandeur, elles sont opposées en sens, donc si vous faites la somme de ces deux forces, vous trouvez 0. Cependant, vous voyez bien que si vous tracez les lignes d'action, ben, ces forces ne sont pas concurrentes. Les lignes d'action sont parallèles. Donc, dans ce cas, on n'a pas de force concurrente. Est-ce que somme des forces égale à 0 assure l'équilibre de rotation? Ben, pas du tout. Hein, votre expérience de la vie de tous les jours vous amène à dire que non, ben, si vous exercez ces forces-là, l'objet va tourner. Donc, ça veut dire que cette condition, elle va être nécessaire, somme des forces égale à 0, mais elle ne sera pas suffisante. Il va falloir une autre condition. Alors, pour trouver cette autre condition, on va juste se poser la question, mais tout compte fait, qu'est-ce qui fait que quand j'applique une force sur un objet, je vais être efficace du point de vue de la rotation? Donc, on sait qu'il faut appliquer une force sur l'objet pour faire tourner l'objet. Là, ici, j'ai pris l'exemple d'une porte qu'on va ouvrir, qui tourne autour de sa charnière. Et voilà, je me pose la question, qu'est-ce qu'il faut pour être le plus efficace possible au niveau de la rotation de cette porte? Bon, je dois appliquer une force, mais je peux appliquer la force tout près de la charnière, ou je peux appliquer la force beaucoup plus loin, hein, vers la clenche de porte. Là, on met intelligemment quand même les clenches de porte sur les portes, hein, on ne les colle pas à la charnière. Bah, oui, on sait qu'on est plus efficace. Si vous n'êtes pas convaincu, poussez sur une porte, bah, vous verrez que vous êtes plus efficace si vous augmentez la distance entre la force et l'axe de rotation. Et puis, il y a encore un élément. Si je pousse la porte, je peux exercer ma force bien perpendiculairement à la force, ou je peux le faire plus obliquement, ou je pourrais carrément me mettre parallèle à la porte et pousser. Bon, alors là, si vous vous mettez parallèle à la porte et que vous poussez, tout ce que vous faites, c'est pousser dans la charnière. Donc, il n'y a rien du tout qui va se passer. Donc, visiblement, faites l'expérience, si on se met bien perpendiculaire à la porte, on est beaucoup plus efficace. Donc, l'angle entre la force et la porte a de l'importance. Et donc, ça va, on se rend compte qu'on doit, pour bien réfléchir à cette notion de rotation, on va être obligé d'introduire une nouvelle grandeur. Et cette nouvelle grandeur, c'est ce qu'on appelle le moment de force. Alors moi, je note le moment de force tau. Mais vous avez peut-être noté le moment de force grand M. Hein, c'est juste une question de notation. Et donc, le moment de force, il va dépendre de quoi? Il va dépendre de la force, de la distance entre le point d'application de la force et l'axe de rotation, donc de la distance perpendiculaire entre le point d'application de la force et l'axe de rotation. Et il va dépendre, alors, de l'angle, quelque part, de l'angle entre la force que vous appliquez et R. Mais pas n'importe comment. Quand on est perpendiculaire, ça doit très bien marcher. Et quand on est parallèle, ça ne marche pas bien du tout. Alors, qu'est-ce qui est grand quand on est perpendiculaire et qui est nul quand on est parallèle? Eh bien, c'est le sinus de l'angle. Sinus de 90 degrés vaut 1, sinus de 0 vaut 0. C'est pour cela que dans ce moment de force, la dépendance au niveau de l'angle va apparaître sous la forme du sinus. Et la plupart du temps, vous aurez à traiter des exercices dans lesquels R et F sont perpendiculaires. Donc, sinus de 90 degrés, ça vaut 1. Et donc, vos moments de force en grandeur vont se limiter à R fois F. Alors,
on va prendre, comment compter ces moments de force? Vous voyez que, suivant, ici la force est dirigée vers le haut, donc on va avoir une rotation dans un sens. Si j'avais dirigé la force vers le bas, on aurait une rotation dans le sens inverse. Et donc on va décider de compter positivement les moments de force dans le cas où la force produit un sens de rotation dans le sens trigonométrique et négativement les moments de force dans le cas où la force produit un mouvement dans le sens contraire du sens trigonométrique, c'est-à-dire dans le sens horlogique. Et donc, voilà, on va devoir, dans le cas où les forces ne sont pas concurrentes, non seulement on va devoir annuler la somme de toutes les forces, mais on devra annuler également la somme de tous les moments de force. Donc ça, vous aurez peut-être l'occasion de le faire en exercice. Quand il y a plusieurs forces qui agissent sur un objet, eh bien, on va calculer les moments de force. On va leur donner, suivant qu'on tourne dans le sens trigonométrique ou pas, on va les compter positivement ou négativement. Et puis on va faire la somme de tout ça. Et pour s'assurer que l'objet ne tourne pas, il faut que cette somme soit égale à 0. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut aussi rencontrer comme petit exercice lorsque on regarde l'effet d'une force sur un corps? Donc, vous voyez ici, nous sommes dans le cas où systématiquement, nous allons avoir un angle entre R et F qui sera égal à 90 degrés. Donc, sinus de 90 degrés vaut 1. Dans les exercices qu'on va vous soumettre, ce sera souvent le cas à ce stade-ci. Et donc, l'effet sur la rotation va dépendre du coup de l'intensité de la force et de la distance de la ligne d'action de la force au centre de rotation. Alors, si on regarde, on appelle ça un disque des moments. On est, dans le premier cas, venu placer deux masses identiques, donc force de pesanteur égale, de part et d'autre donc de l'axe de rotation d'un disque. Que va faire le disque? Vous avez lorsque vous regardez au niveau donc du mouvement du disque, vous voyez que si vous vous placez à la même distance et que vous appliquez deux masses identiques, le disque ne va pas tourner. Alors, dans le cas numéro 2, qu'est-ce qui change? On a gardé les mêmes masses, mais on est venu placer une des masses plus loin de l'axe de rotation. Donc, du coup, vous savez que le moment de force dépend de la distance à l'axe de rotation, entre la ligne d'action de la force et l'axe de rotation. Et donc, vous voyez que on va avoir, par rapport à la rotation, la masse qui est située plus loin va contribuer à être plus efficace vis-à-vis de la rotation. On va avoir un moment de force qui sera plus important et donc l'objet va entrer en rotation dans le sens trigonométrique. Alors, dans le troisième cas, on a toujours les mêmes masses, mais cette fois-ci, on a inversé. On a mis la masse qui est du côté droit à une distance qui est plus importante. Donc, on va augmenter R et le disque va tourner cette fois dans le sens horlogique. Alors, juste pour ne pas être perturbé, vous voyez que dans l'exemple 4, on a les mêmes masses. Et ce qui est important, c'est la distance entre la ligne d'action de la force et l'axe de rotation. C'est donc la distance perpendiculaire. Et le fait qu'on ait déplacé
la masse vers le bas ne va rien changer par rapport à la position 1. Donc ne vous laissez pas attraper, le disque va rester au repos. Et puis dans le cas 5, cette fois-ci, on a la même distance par rapport à l'axe de rotation, mais on a mis une masse plus importante à droite. Et donc, voilà, le disque va tourner dans le sens horlogique. Et donc, on peut vous poser des questions, vous donnant des masses. Par exemple, on vous donne une masse M et une masse 2M, et on vous demande de les placer au niveau de ce disque des moments pour assurer qu'il ne tourne pas et qu'il est en équilibre. Si vous voulez qu'il ne tourne pas et qu'il soit en équilibre, il va falloir soit vous placer la masse 2M, et puis vous allez placer la masse M, mais à une distance qui sera 2 fois plus importante que celle de la masse 2M, ou inversement, vous placez la masse 2M à une distance qui sera la moitié de la distance à laquelle vous aviez placé la masse M. Donc là, il y a un petit raisonnement qui est en rapport avec le fait que dans le cas où nous avons donc des forces qui sont perpendiculaires, les moments de force sont égaux au produit de R fois F. Et donc, si vous voulez un effet identique, si vous doublez la force, il faut diminuer R par 2 ou inversement. Voilà. Ça, c'est le genre de petit exercice de raisonnement que vous pouvez rencontrer. Donc, si je résume ce que nous venons de rappeler dans le cadre de la statique, pour qu'un objet reste au repos, un objet au repos reste au repos, si les forces agissant sur l'objet sont concurrentes, il suffira, donc concurrentes, les lignes d'action se coupent en un même point, le fait que la somme des forces égale à 0 est tout à fait suffisant pour assurer cet équilibre. Si maintenant les forces ne sont pas concurrentes, tracer les lignes d'action, elles ne sont parallèles, eh bien à ce moment-là, somme des forces égale à 0 n'est plus suffisant. On va devoir rajouter une condition qui est la somme des moments de force est égale à 0. Et nous avons pu montrer donc que de façon tout à fait générale, le moment de force est R, F, sin θ. Et dans le cas particulier où nous avons une force qui est perpendiculaire à R, sinus de 90 degrés c'est 1, donc tau sera égal à R fois F. Et pour comptabiliser, donc quand on va faire la somme de tous ces moments de force-là, si la force appliquée à l'objet fait tourner cet objet dans le sens trigonométrique, son moment de force sera compté positivement. Et si c'est le cas inverse, son moment de force sera compté négativement. Et pour s'assurer de l'équilibre, la somme de tous ces moments de force devra être égale à 0.